Labbé a écrit un mémoire pour le Master 2, ça s'appelle comme ça. Oui. Sur Victor Faye, en tant qu'ex-communiste. Elle m'avait rencontré à ce moment-là, de même que Baralis et que Simone Faye. Hein. Le mémoire, bon, je m'y étais pas tout à fait reconnu parce que moi j'ai mon Victor Faye, mais enfin bon, c'est pas ma propriété privée. Bon, et on lui a demandé, et elle a accepté. Je la remercie beaucoup de nous faire une intervention à l'association des amis de Victor et de Paula Faye. Et comme elle a, comme tout le monde d'ailleurs, qui travaille sur la période des difficultés, notamment de documentation sur la période d'avant-guerre. Hein. Et elle a choisi de parler, c'est bien parce que moi j'y connais pas grand-chose, de la période SFIO de Victor, où là on a la documentation qu'on veut. C'est-à-dire la période entre 44 et 60, c'est-à-dire avant la fondation du PSU, quoi. Hein, voilà, donc je t'en remercie beaucoup, et tu peux y aller sans crainte, ils ne mangeront pas. Donc effectivement, pour introduire le débat d'aujourd'hui, je vais revenir un peu sur le parcours politique de Victor Faye. Et du coup, je voulais aussi revenir un petit peu sur les années qui précèdent la SFIO en guise d'introduction, et ensuite effectivement m'attarder sur la période 44 jusqu'au PSA, puis au PSU, puis je vous laisserai la parole. Donc la carrière politique de Victor Faye est impressionnante et couvre près d'un siècle d'histoire, car effectivement, né en 1903 et mort en 1991, il est membre tour à tour du Parti communiste polonais, du Parti communiste français, de la SFIO, du PSA, du PSU et puis du nouveau Parti socialiste. Il est acteur et témoin des événements les plus marquants du XXe siècle français et européen. Une carrière riche qui illustre également les difficultés d'un militant fermement engagé dans le combat pour la réalisation d'une société socialiste, a trouvé sa place dans un paysage politique de la gauche au XXe siècle. Donc l'engagement de Victor Faye commence en effet en 1918, date à laquelle il va adhérer aux jeunesses socialistes polonaises à l'âge de 15 ans. Il sera organisateur, propagandiste, chargé de la jeunesse en milieu ouvrier et scolaire. Il va dès cette période-là se définir comme gauchiste et envisage déjà dès 1921 une rupture avec le Comintern. Il va devoir quitter la Pologne assez vite du fait, donc, puisque le Parti communiste polonais est à ce moment-là clandestin, et puisqu'il est au final en minorité, en opposition avec le reste du parti. Et il va devoir choisir entre la France et la Russie, et finalement choisir la France, car il pense y trouver une plus grande liberté d'expression. Donc arrivé en France en 1925, il s'intègre directement au Parti communiste français, tout en poursuivant des études de droit et de littérature entre Toulouse et Montpellier. Déjà très actif politiquement et intellectuellement, il va participer à des journaux et à différents cercles d'études. En 1929, il va s'installer à Paris et faire la connaissance d'André Ferrat, alors responsable de l'agit-prop communiste, qui lui propose de tenir des cours d'économie politique marxiste. Victor Faye va ainsi jouer un rôle de premier ordre dans la formation des cadres et dans l'organisation des écoles du Parti communiste français de 1925 à 1936. Il est également théoricien, il écrit de nombreux articles dans les cahiers du bolchevisme, mais également dans les revues Regard et Nouveau Regard. Il va également créer la rubrique Doctrine et Histoire à l'Humanité. Il devint donc par ailleurs responsable de l'agit-prop du Parti communiste français entre 1930 et 1933. Il va être responsable de la maison d'édition, les éditions sociales. Donc il est vraiment, pendant ces années, selon son expression, l'homme à tout faire de l'agit-prop et semble très doué dans ce domaine. Il va donc pendant ce temps-là développer des qualités d'enseignant et d'écrivain et une bonne maîtrise de la langue française. En effet, donc, cette question de la formation, de l'enseignement est très importante pour lui. La formation n'est pas seulement une tâche imposée par le Parti communiste, c'est son domaine de vocation. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver par la suite, que ce soit à la SFIO ou au PSU.
Il va commencer alors à être de plus en plus critique vis-à-vis de la direction de l'organisation du Parti communiste français, et cela ne fera que s'accentuer au cours des années 30. Mais il incarne pourtant, pendant ces années, la figure du révolutionnaire professionnel tel que défini par Lénine, réalisant ce travail presque surhumain demandé aux militants communistes, déniant sa vie personnelle pour le travail souterrain de la révolution. Néanmoins, la personnalité de Victor Fay, ses tendances luxembourgistes l'empêchent de correspondre à la figure de juste cadre qui s'impose dans les années 30 dans un parti bolchevisé puis stalinisé. Au parti structuré, rigide, avant-garde de la classe ouvrière qu'il détermine, que voulait Lénine, il oppose une conception luxembourgiste d'un parti ouvert, en constante évolution, expression plus ou moins fidèle des aspirations de la classe ouvrière. Ainsi, la rupture entre le communiste déjà hétérodoxe et le Parti communiste français trouve ici ses origines. Il va de fait participer à la création et à la rédaction d'une revue d'opposition à l'intérieur même du Parti communiste, la revue Que faire, entre 1934 et 1936, avec André Ferrat et Georges Caguin. Que faire incarne une volonté de retour aux principes fondateurs du léninisme et réclame la liberté d'expression au sein du Parti français. Le débat antérieur au parti est pour eux un antidote à la dérive stalinienne du Parti français et du mouvement communiste en général. Pourtant, cette tâche de rénovation du parti qu'ils ont entrepris leur semble au final irréalisable. Et dès 1936, ils vont dire qu'au final, le Parti communiste a abandonné les principes même du marxisme-léninisme. Et par ailleurs, la ligne de classe contre classe, le renforcement du pouvoir hitlérien, avec la complaisance du Parti communiste, désespère Victor Fay. Une épreuve tragique, une véritable catastrophe, écrira-t-il bien plus tard. Ainsi, l'expérience de Que faire, la première véritable tentative communiste critique, se solde par un échec et par l'exclusion du parti de ses principaux membres. Victor Fay, lui, décidera de quitter le parti en août 1936 à la suite du premier procès de Moscou. Malgré tout, Que faire va montrer que face à la difficulté, voire à l'impossibilité d'agir au sein du parti, il serait encore plus erroné de s'isoler. Et Victor Fay refuse l'isolement, refuse le sectarisme et va vouloir, en dépit de beaucoup de réticences, s'investir dans un parti de masse. Et c'est pour cela qu'il va aller vers l'ASFIO, qu'il n'intégrera qu'au début de l'année 1938. Victor Fay a un rapport assez ambigu avec la question de l'unité de la gauche, de l'unité d'action, illustré notamment par son attitude vis-à-vis du Front populaire. Il va poser un regard déjà très critique sur le pacte d'unité d'action en 1934. La présence des radicaux implique pour lui une alliance avec la bourgeoisie et donc un pacte sur une base réformiste, considéré par Que faire notamment comme un recul par rapport au Congrès de Tours. Au cours des années 30, il se dit donc ni communiste ni SFIO, critiquant tour à tour Maurice Thorez et Léon Blum. De fait, il va poser dès le début un regard très désillusionné sur le Front populaire. Les réformes sont trop modérées. La guerre d'Espagne et les hésitations du gouvernement Blum ne font que confirmer ses critiques. Le Front populaire est un échec. Il n'est pas allé assez loin pour lui dans les réformes et a favorisé le retour en force de la réaction. Mais ces positions maximalistes sont loin d'être partagées par l'ensemble du parti. Donc sans grande conviction, d'abord, il décide d'adhérer à la SFIO en 1938. Sa formation communiste est pour lui un facteur d'inadaptation. Le Parti socialiste n'est pas assez organisé, n'est pas assez discipliné. Le manque de rigueur dans l'organisation le gêne beaucoup. La SFIO n'a par ailleurs pas la dimension internationale qu'avait le PCF. Elle n'est pas assez proche de la classe ouvrière, selon lui. Ses leaders sont majoritairement issus de la bourgeoisie ou des milieux intellectuels. Le lien entre le parti et les masses est faible. Et d'autre part, il entretient des rapports d'animosité avec les socialistes du fait de son engagement communiste précédent. Il va alors, donc, avant la guerre, tenter de travailler comme correcteur d'imprimerie. Il travaille à l'imprimerie nouvelle, notamment. Mais son travail reste précaire et il se retrouve au chômage assez rapidement en 1939. Donc minoritaire à la SFIO, il va se rallier un temps à la bataille socialiste, courant de gauche dirigé par Jean Ziromski, donc un courant plus libertaire, plus internationaliste.
Et il dit que c'est alors le seul moment où il s'est senti à l'aise à la SFIO, dans ses mémoires. Ensuite, face à la Seconde Guerre mondiale, il va donc s'opposer au reste de la gauche en se déclarant favorable à l'entrée en guerre, puisqu'il considère que c'est une guerre antifasciste, donc contrairement par exemple au Parti communiste français, longtemps antimilitariste, qui va s'opposer à cette guerre impérialiste bourgeoise, ou à la SFIO, qui adopte une attitude plutôt pacifiste. Il va être donc doublement isolé dans cette attitude-là, et puis en tant qu'intellectuel, au moment où il est enrôlé dans son unité de régiment. Il va ensuite être démobilisé et suite à la signature de l'armistice, il va quitter son appartement parisien avec sa famille en fin 1941. Il part pour Toulouse, Lyon, Marseille et en 1942, il va aller jusqu'au Chambon-sur-Lignon et prendre contact avec les mouvements unis de la résistance. Il devient rédacteur en chef de l'Appel de la Haute-Loire et collabore avec André Ferrat à Lyon Libre, dont il sera également le rédacteur en chef en 1944. À partir de ce moment-là, il va être l'un des dirigeants de la Fédération du Rhône de la SFIO, et cela jusqu'en 1948. Donc après la guerre, il va continuer son activité journalistique, déjà en travaillant pour Combat entre 1948 et mars 1950. Combat, qui est un journal qui se présente comme porte-parole de la résistance, mais d'une résistance autonome qui ne soit pas inféodée à aucun parti. De fait, le directeur de la publication, Claude Bourdet, représente le chef de file du mouvement neutraliste et des gauches indépendantes. Toutefois, Victor Fay s'adaptera mal à la rédaction, tandis que le journal prend une attitude tend à de plus en plus se dépolitiser sous l'impulsion d'Henri Smadja. Il va ensuite donc quitter Combat et travailler pour la RTF et faire des analyses pour les émissions vers l'étranger, de fait de sa grande connaissance de l'Europe centrale et orientale. Il est pigiste entre 1950 et 1953, puis journaliste permanent. Et du coup, il va faire beaucoup d'émissions concernant l'URSS et les démocraties populaires. Et nombre de ses articles seront signés Michel Svoboda pour l'URSS et les démocraties populaires. Donc Victor Fay concevait ces émissions comme une source d'information pour les pays de l'Est, tandis que le gouvernement les considérait comme des émissions qui devaient présenter exclusivement la position officielle. De fait, il va rentrer de plus en plus en conflit avec la volonté de contrôle de l'information imposée par le gouvernement gaulliste. On lui retira le secteur en 1963 et il démissionnera définitivement en 1967. De là, il convient de s'intéresser maintenant donc à son action au sein de la SFIO après à la Libération, qui est donc un parti en crise, un parti qui est faible et en proie d'importants problèmes organisationnels, liés notamment à l'action de ses dirigeants. Et en défi des efforts déployés par Daniel Mayer pour la reconstruction du parti, les effets de la guerre, la prédominance du Parti communiste français sur la scène politique à l'époque ne font que l'isoler de plus en plus. Il doit aussi subir cette hécatombe des cadres dirigeants due à l'épuration. Son électorat est en baisse et donc il est d'autant plus isolé. Victor Fay va, dès ce moment-là, déjà critiquer beaucoup le Parti socialiste, regretter qu'il n'y ait pas un ordre du jour rigoureux, des objectifs précis d'action. Il va dire que les débats sont souvent désordonnés et donc ces modalités de fonctionnement ne lui conviennent pas, il n'y est pas habitué. Et il dira qu'il n'a jamais pu trouver une place convenant à ses formes d'expression, à sa manière d'agir au sein de la SFIO. Il va donc, dès le départ, se placer à la gauche du parti et être membre d'un courant minoritaire au sein de la SFIO. Il intervient au congrès de la SFIO en novembre 1945 et en août 1946 et exprime des critiques très récurrentes. Le pouvoir des comités d'action sont trop importants, ils sont trop centralisés, la propagande est inefficace, vieillotte, périmée. Le parti est trop proche du gouvernement, il n'est pas assez proche des masses. Donc des critiques ont déjà été formulées avant la guerre et qu'il va réitérer avec d'autant plus de force. Donc sa conclusion est qu'il faut révolutionner le parti.
Il va aussi regretter qu'il n'y ait pas de véritable formation des militants au sein de la SFIO, étant lui donc habitué pendant longtemps, à la formation des cadres au sein du Parti communiste français. Il va tenter, lui, d'organiser des écoles à Lyon durant l'année 46, entre 44 et 46, ce qui se faisait très peu dans le parti. Et de fait, à ce moment-là, au vu de ses critiques, il va se tourner vers la personnalité de Guy Mollet, considéré comme plus révolutionnaire, plus à gauche que Daniel Meyer. Puisque le plus gros problème, selon Victor Faye, vient du fait que la SFIO se tourne d'abord vers le gouvernement et non vers les masses. Et Guy Mollet va, lui, exprimer une attitude plus révolutionnaire à ce moment-là, voire une attitude antiparlementariste. Mollet est d'ailleurs élu secrétaire du parti en 1946. Et du coup, là, le vote de Victor Faye pour Guy Mollet va aller de pair avec le reste de la SFIO et va être pour une fois dans la majorité. Il semble même, selon ses mémoires, avoir eu des relations plus personnelles avec Guy Mollet, ayant été son conseiller idéologique ou son fournisseur d'idées, selon ses mémoires. Sous cette direction de Guy Mollet, la SFIO va prendre une orientation nettement plus anticommuniste et s'intégrer à la troisième force. Toutefois, Victor Faye va rapidement regretter son choix, puisque Guy Mollet ne semble pas faire la politique pour laquelle il a été élu. Il va être de retour à Paris en juin 1948. Donc avant, il était donc dans la Fédération du Rhône. Il va ensuite s'intégrer à la Fédération de la Seine, de la SFIO. Une fédération par ailleurs connue pour être peuplée de pivertistes, d'antiparticipationnistes ou de marxistes indépendants comme Victor Faye. Et du coup, à ce moment-là, il va vraiment commencer une critique ouverte et entrer dans une sorte de dissidence vis-à-vis de la SFIO. Là, cette dissidence cette critique va vraiment prendre forme au sujet de la question algérienne, qui va donc en effet diviser profondément la SFIO, mais plus généralement toute la gauche française. En effet, le Parti communiste français lui-même divisé et va jusqu'en 1956 encore, c'est-à-dire 2 ans après le déclenchement de l'insurrection nationale en Algérie, continue à demander le maintien de l'Algérie dans l'Union française. La SFIO, elle tente de dialoguer, mais refuse au final l'abandon de l'Algérie. Et du fait, certains socialistes, parmi lesquels André Philippe, Robert Verdier et Alain Savary, s'opposent à la politique dominante de la SFIO sur cette question algérienne. L'extrême gauche, elle, va condamner fortement ce colonialisme. Et Victor Faye va adopter au final des positions très extrêmes, très similaires. Il s'oppose ouvertement donc à cette politique coloniale française. Et de fait, dans ces cartons d'archives, j'ai pu retrouver énormément de documents sur la question algérienne, que ce soit des tracts du FLN ou des brochures du Parti communiste français sur cette période. Et donc, il va vraiment s'engager donc contre cette politique coloniale française. Et cela va beaucoup jouer dans cette rupture qu'il aura avec la SFIO. En effet, Guy Mollet, alors chef de gouvernement, va adopter une attitude néocolonialiste et va refuser l'indépendance de l'Algérie. Et il cédera face aux colons français à Alger en février 1956. Alors là, les critiques de Victor Faye vis-à-vis du premier secrétaire socialiste ne tarissent pas. Guy Mollet va se rallier ensuite au général de Gaulle, assurant qu'il y a une continuité entre la politique du Parti socialiste et celle de Charles de Gaulle. Ce que Michel Rocard nommera par ailleurs la 3e mort du Parti socialiste, la première étant au moment du congrès de Tours et la seconde au moment de la collaboration. Donc pour Victor Faye, il est maintenant temps de rompre. Ainsi, il va faire partie d'un groupe minoritaire qui contribue à la création du PSA, Parti socialiste autonome, qui va naître à la suite d'une scission de la SFIO lors de son 50e congrès en septembre 1958. Cet acte va symboliser le refus de la politique algérienne de la SFIO, mais également une volonté de rénover la SFIO. Ainsi, le comité socialiste d'études et d'action pour la paix en Algérie, avec Édouard Depreux, Robert Verdier, Alain Savary, avait dès janvier 1957 dénoncé la politique de Guy Mollet en soulignant son inadéquation avec les principes socialistes. Ainsi, le PSA est vraiment une conjonction de tendances hétérogènes,
Une partie souhaite en effet reconquérir la SFIO, et une autre partie souhaite une rupture plus nette, comme Victor Faye. La SFIO, encore une fois, il va se placer donc encore une fois à gauche de ce nouveau parti, du PSA, un courant donc minoritaire à l'intérieur donc d'un parti qui est lui-même minoritaire à gauche. Il va, au cours des années 54-55, lors de séminaires, organiser des séminaires de réflexion sur le parti, rencontrer Michel Rocard, dont il va le devenir en quelque sorte le mentor. Ensuite, donc, le PSU va naître le 3 avril 1960, fruit donc de l'union des gauches socialistes de Gilles Martinet et du PSA de Édouard Depreux. Et Victor Faye sera ensuite membre du comité directeur du bureau national à partir de 1964. Il va dire que pour lui, le PSU, en 1960, ce n'est pas un parti révolutionnaire, mais un parti de gauche, ouvert à la fois aux révolutionnaires et aux socialistes, et que c'est un adversaire du régime de la Ve République et des courants autoritaires de la société. Donc pour conclure, Victor Faye se déclare marxiste orthodoxe, léniniste hétérodoxe. Il se place dans une tradition anti-étatique, plutôt libertaire du socialisme, dans une tradition aussi conseilliste, issue de Rosa Luxembourg. Donc conseilliste, partisan également de l'autogestion, il va sembler pour un temps trouver sa place dans ce courant alternatif, dans cette troisième voie vers le socialisme, qui était le PSU. Je vous laisse donc la parole. Merci.